Chers amis de la gestion des conflits et de l'écoute, bonjour. Nous poursuivons cette série consacrée aux apports de l'intelligence artificielle par rapport à ces deux questions qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous avons au programme les chatbots conversationnels. Nous allons donc parler de l'intelligence artificielle mise au service de l'écoute. Tout un programme, c'est le cas de le dire. Alors, l'ancêtre des chatbots conversationnels orientés vers l'écoute s'appelle Elisa. Alors, Elisa est un des premiers chatbots. Il a été développé, tenez-vous bien déjà, en 1964 par Joseph Weizenbaum au MIT. Et en fait, quand il a choisi le nom, il est allé puiser Eliza Doolittle dans Pygmalion de George Bernard Shaw. Alors, disons-le, ce chatbot n'est pas bien intentionné quand il est conçu. En fait, c'est une critique virulente de l'écoute rogerienne. Que fait un rogerien mal formé? Il fait le perroquet. Alors, en fait, Elisa, à quoi est-il destiné? Quand vous lui tapez un texte, il va chercher dedans un mot-clé et va l'utiliser pour soit répondre en reprenant le mot-clé, soit en reposant une autre question qui enchaîne. Et donc ça donne l'exemple que nous avons ci-dessous. Humain, donc ça c'était l'exemple qui est en anglais, mais bon, pour les besoins de la cause, le voilà en français. C'est mon petit ami qui m'a dit de te parler. Elisa, votre petit ami vous a dit de me parler? Vous voyez, ça c'est l'effet perroquet, hein. L'humain, il dit que je suis souvent déprimé. Je suis navré d'apprendre que vous êtes déprimé. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a des phrases préconstruites qui vont piquer le mot-clé. On va piquer le mot-clé et on remet le mot-clé dans la phrase préconstruite pour faire une reformulation. Le petit problème, c'est que Weizenbaum a constaté que les gens, quand ils utilisent Elisa, ont un retour positif. En fait, ils se sentent écoutés. Et donc, ça va donner l'effet Elisa, qui désigne la tendance à assimiler de manière inconsciente le comportement d'un ordinateur par rapport à celui d'un être humain. Mais maintenant, Elisa, comment dirais-je, a fait des petits. Nous avons quelque chose de beaucoup plus structuré qui existe. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller regarder un documentaire Arte qui a été fait sur l'intelligence artificielle, et il est question de Replica. Alors, Replica est un compagnon de conversation. En fait, donc, il a été conçu par une informaticienne qui avait perdu un copain qui était un bon ami et qui était toujours à l'écoute. Et en fait, elle avait, de toutes les conversations qu'ils avaient eues, elle avait un stock qui était resté dans son téléphone et dans ses échanges. Elle a tout repris et on a fait une base de données. Elle a trouvé un moyen d'utiliser la base de données et en fait, des éléments de la conversation qui étaient utilisés par le copain étaient réutilisés pour lui répondre. De fil en aiguille, elle a développé un système plus sophistiqué, mais qui est basé sur les mêmes principes, avec évidemment d'autres apports que celui du bon copain qu'elle avait. Alors en fait, si on regarde Replica, qui évidemment vend bien sa marchandise,
Voilà ce qu'ils affirment, hein. Donc c'est un compagnon de conversation, il est toujours disponible et conçu pour interagir avec les utilisateurs de manière personnalisée. Il fait du coaching et il a de la mémoire, donc il a des fonctionnalités de coaching, donc il conseille, hein. Il est à l'écoute et il se souvient normalement des entretiens. Je vous signale que quand j'ai regardé les critiques par rapport à l'application, il y en a qui s'énervaient en mettant que Replica avait des pertes de mémoire et que c'était très désagréable. Il permet de personnaliser, c'est-à-dire on peut le configurer si on veut un ami pour la conversation, une relation un peu plus distante, un rencard amoureux. Et donc, on est sur des interactions réalistes. Dans le documentaire Arte, la personne qui en parlait, alors, je précise un petit détail, Replica est anglophone, il n'y a pas pour l'instant de version francophone. Donc la personne qui l'utilisait faisait quand même à un moment donné une remarque en signalant « Oui, mais je l'ai configuré en ami, et là il est en train de commencer à me draguer. » Donc, ça l'avait dérangé parce que ce n'était pas ce qu'elle attendait. 2, on peut se questionner sur le fait que, parce que la version où on est en rapport entre guillemets amoureux, eh bien elle est payante. Et donc on peut se demander s'il n'y avait pas une petite manipulation là derrière pour essayer de pousser à prendre une version avec un abonnement payant. Voilà pour ce que je peux raconter par rapport à Replica. Le reste, ce serait des expériences que je vous invite à faire vous-même. Nao. Bon, Nao, voilà autre chose. Nous avons un robot. Alors ce robot, je dirais, voilà, il fait à peu près cette taille-là. Donc c'est un petit robot. Il a été conçu au départ par une société française, Aldébaran, mais Aldébaran a été racheté par une société japonaise. Donc Nao, pour l'instant, continue son évolution au Japon. Attention, Nao est également dans des expérimentations où j'ai vu, par exemple, que certains chercheurs, toujours sur le documentaire Arte, étaient en train de le configurer pour qu'il reconnaisse les émotions. Or, je ne vous apprends pas, les émotions jouent un rôle important dans les interactions dans une conversation. Et donc, si le robot en question a la capacité à reconnaître l'émotion, il pourrait reformuler l'émotion identifiée. Donc, on a aussi d'autres expériences, notamment avec des enfants autistes. On a vu que ça améliorait les compétences sociales et ça permettait de réduire l'anxiété. Ça, c'est dans les publications. J'ai eu des élèves qui se sont livrés à l'expérience avec Nao. Je peux vous dire que Nao a aussi pris des baffes de la part des enfants autistes. Donc, ça ne marche pas comme une solution magique. Mais il y a des cas où Nao permet d'entrer en communication et en relation de manière efficace. Alors, dans la santé, il joue aussi. J'ai vu des cas aussi où Nao a été utilisé avec, mais c'était dans un autre documentaire en langue anglaise, il était utilisé avec des personnes âgées pour des interactions. Donc, dans le domaine de la santé, où par exemple des enfants qui sont à l'hôpital peuvent avoir des interactions avec le robot, et on l'a également utilisé dans le domaine de la recherche, je vous l'ai dit, pour les reconnaissances au niveau, par exemple, des micro-expressions faciales d'un être humain, pour voir s'il est capable de les reconnaître. Donc voilà tous les éléments qui sont là. Alors Nao est en plusieurs versions de plus en plus évoluées, avec des capacités de plus en plus fortes. Donc là aussi, il y a un paramètre où on peut chercher. Nous ne voyons plus seulement un simple chatbot, nous avons un robot Android qui est conversationnel quand on le programme pour le faire. Alors attention, Nao ne doit quand même pas être considéré comme un substitut aux relations humaines.
car, je ne vous l'apprends pas, c'est un danger, c'est qu'on se dise. On met les humains pour faire le travail d'abattage et les soins, et on met le robot pour la relation. Je regrette, une relation et une communication, ce sont les deux éléments à la fois. J'ai parfois l'impression d'ailleurs qu'on inverse les choses. Parce qu'en fait, le robot serait parfois plus adapté dans certaines situations techniques ou dangereuses, et l'humain aurait plus son utilité dans le relationnel et dans le contrôle de ce que fait le robot. Il y a encore ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 d'OpenAI. Bon. Alors, pour l'avoir testé, je peux vous dire que ChatGPT pratique l'écoute active. Il est même plus fort que ça. Vous pouvez le configurer par des premières instructions, c'est tout l'art du prompt. Vous pouvez le configurer et lui dire « Tu travailles comme un disciple de Carl Rogers ». J'ai même tenté « Tu travailles comme un disciple de Carl Rogers, de Thomas Gordon et de Marshall Rosenberg ». En fait, on est dans la communication bienveillante, donc le tout est cohérent. Et il va être capable de répondre et de vous aider, alors soit à reformuler, si vous êtes vous-même avec quelqu'un en conversation, alors vous me direz, oui, mais bon, je suis en direct avec quelqu'un en train de parler, ça ne marchera pas. Et non, ça ne marchera pas, pour le moment. Mais vous êtes en train de dialoguer par Messenger ou par un chatbot, c'est tout à fait faisable. Et l'intelligence artificielle vous évitera peut-être de dire des âneries. Maintenant, à vous aussi de vérifier que l'intelligence artificielle ne vous ferait pas dire une ânerie. Donc, il permet d'écouter, de reformuler de manière efficace, mais attention, toujours veiller à ce que vous trouviez votre propre solution. C'est un système, donc ChatGPT, de réseau de neurones, réseau neuronal comme on dit. Donc en fait, des éléments mis ensemble ont tendance à s'interconnecter. Faut pas qu'on... Mais ça, vous devrez aller revoir ce qu'on entend par les réseaux neuronaux. Et bien entendu, comme toute intelligence artificielle, il y a des dangers réels. Mais comme l'automobile a des dangers réels, quand vous prenez le volant, vous pouvez écraser quelqu'un si vous ne faites pas attention. Ou si vous roulez à 80 à l'heure dans un endroit où on ne peut rouler qu'à 30. Donc, c'est encore une fois un outil et à l'humain d'en faire un bon usage. Les interactions de l'intelligence artificielle et des relations méritent qu'on s'y attarde. Ça permet d'améliorer les relations. Replica, Nao ont le potentiel d'améliorer les relations humaines. ChatGPT bien utilisé aussi. Ça peut être une compagnie et un soutien d'apprentissage. Donc par exemple, paf, j'ai une mauvaise analyse médicale. Bon, alors, bon, le médecin, comme je vous l'ai expliqué dans la séquence précédente, n'est pas forcément au top, le spécialiste pour me formuler les choses, donc je reviens un peu en état de choc. Et donc, je me confie au chatbot, parce que j'ai personne pour le faire. Je l'ai préalablement configuré en disant, réagis comme un tel, et il va le faire de manière correcte. Mais attention, bien évidemment, comme tout système automatisé, il ne faut pas croire que c'est comme un humain, même si ça travaille apparemment comme un humain. Mais ce n'est jamais qu'une très belle, très bonne illusion qui doit être surveillée de près. Quel est le futur
de l'intelligence artificielle? Donc, il y a des dangers dont il faut être conscient, qu'il faut surveiller de près. Alors, possibilité que les machines prennent des décisions à notre insu de notre plein gré. Et donc, bon, comme tout, une intervention de l'IA sans contrôle humain, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas remplacer les travailleurs sociaux par des machines. Il n'y a pas que les travailleurs sociaux du reste. Il y a la relation qui compte. Alors évidemment, une machine ne se démonte pas. Par exemple, vous avez un service de réclamation. La personne qui est dans un service de réclamation en prend plein la figure, pour parler poliment. Donc, une assistance par l'IA serait tout à fait judicieuse, car en fait, ça empêche la personne de tout prendre, parce que affectivement, c'est dur. Et donc, là, l'intelligence artificielle peut s'avérer utile. Et il y a également des opportunités, il n'y a pas que des dangers. Alors, les opportunités, elles sont nombreuses, ça peut améliorer les soins de santé, pour les diagnostics c'est déjà connu, ça peut améliorer l'éducation, ça peut aider de libérer des tâches qui sont vraiment accablantes quand on est dans le domaine de l'éducation, mais ça peut permettre de libérer pour du relationnel. Ça peut être utile pour l'environnement si c'est bien utilisé. Ça peut créer aussi une nouvelle forme d'intelligence collective, c'est-à-dire que les apports de chacun avec l'IA viennent la nourrir et peuvent permettre à l'intelligence artificielle de s'améliorer elle-même. Voilà, j'espère avoir fait avec vous un tour d'horizon qui ne vaut que ce qu'il vaut, et je vous invite à chercher de votre côté, à faire des essais de votre côté avec l'intelligence artificielle gratuite qui est à disposition via Internet, et je vous invite à suivre le prochain épisode.